pas seulement les labos qui sont en surmenage. Apparemment, ce sont aussi les sociétés qui travaillent pour les labos, ceux qui sont chargés des essais cliniques. Et c'est très important, vous imaginez, comme dans tout vaccin. Tous les vaccins, depuis la nuit des temps, depuis que les vaccins existent, il y a des essais cliniques qui, quelquefois, prennent des mois, des années. Là, on a beaucoup accéléré, et c'est très bien. Mais la société Ventavia Research Group, qui est chargée des essais cliniques de Pfizer, eh bien, il y a un vrai problème qu'a révélé le British Medical Journal. Il y a une lanceuse d'alerte qui s'appelle Brooke Jackson. Brooke Jackson a travaillé en 2020, à l'automne 2020, pour effectivement ce Ventavia Research. Et elle a constaté des irrégularités dans la manière dont on traitait, dont surtout on testait, non pas traité, excusez-moi, mais on testait les vaccins. Effectivement, c'était la grande période des tests. Vous savez que les gouvernements demandaient aux labos, allez accélérer, on a besoin de vaccins, Et il y a cette histoire extrêmement forte. François, d'ailleurs, le journal François, le site François a traduit le texte, l'enquête du British Medical Journal qui porte sur plusieurs témoignages, et c'est assez troublant. Xavier Bazin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, vous avez écrit, on vous avait reçu pour cela, Big Pharma démasqué aux éditions Guy Trédaniel. Vous avez lu cette enquête du British Medical Journal ? Oui, je l'ai lu avec attention et je ne peux pas dire que j'ai été très surpris par ce que j'y ai trouvé. Je vais essayer peut-être de recadrer un peu le contexte pour bien comprendre pourquoi ces révélations sont très importantes. Parce que si on regarde juste le détail, on perd un peu la vision. D'abord, la vision, c'est que aujourd'hui, et ça fait des années que ça dure, mais pour les vaccins, c'est particulièrement spectaculaire, on a laissé les fabricants eux-mêmes, Pfizer, Moderna, tester par eux-mêmes leurs propres produits. Et c'est un seul essai clinique organisé par le fabricant Pfizer qui a permis son autorisation de mise sur le marché. Vous voulez dire, attendez, pour être précis, pardon Xavier Bazin, vous voulez dire que les laboratoires eux-mêmes engagent leurs prestataires de services pour tester, c'est ça? Ce sont eux qui testent ou qui embauchent des sous-traitants. Et ce n'était pas le cas avant, pour les autres avant? C'était pas le cas? Est-ce que ça n'a pas été toujours le cas? C'est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est le cas et est-ce qu'il ne faudrait pas changer de système? Parce que peut-on faire confiance à Pfizer quand on sait que ils ont prévu cette année 30 milliards d'euros, plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur leur vaccin. Ça veut dire que les enjeux financiers étaient absolument considérables, avec donc des incitations très fortes à, bien sûr, orienter en tout cas les données. Et peut-on faire confiance à Pfizer pour organiser son essai clinique quand on sait que Pfizer est un multirécidiviste et qui a été condamné à de multiples reprises pour fraude et corruption? C'est quand même Pfizer qui, en 2009, a été condamné à la plus grosse amende jamais donnée aux États-Unis de 2,3 milliards de dollars pour avoir notamment versé des commissions à des médecins pour qu'ils fassent la promotion illicite d'un de leurs médicaments sur des enfants. Et en 2012, Pfizer a été condamné pour corruption de médecins et de représentants de gouvernement. Donc, et puis pour la petite histoire, je rappelle quand même que Jérôme Cahuzac avait déclaré que son fameux compte en Suisse avait été alimenté par Pfizer pour financer la campagne électorale de Michel Rocard. Donc vous voyez bien qu'on est dans un monde avec des milliards d'euros qui sont en jeu, où on peut déjà se poser la question de savoir s'il est bien raisonnable de laisser des fabricants de cette nature-là organisés par eux-mêmes et avec leurs sous-traitants leurs essais cliniques. Est-ce que juste, Xavier Bazin, effectivement, on peut se poser la question, et vous avez tout à fait raison de la poser. Est-ce que, en revanche, c'est pas une question de moyens? Est-ce que les gouvernants, les États, parce qu'il n'y a pas que la France, c'est le monde entier qui est concerné, ont les moyens de, effectivement, ce qu'ils devraient faire, peut-être, c'est de donner à des organismes indépendants de tester les vaccins. C'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Il y a eu une délégation, effectivement, du pouvoir pharmaceutique
à des entreprises, à des multinationales. Et cette délégation par les États, pour moi, il faudra y revenir parce qu'elle n'est pas possible, parce qu'elle produit trop de dégâts, trop de scandales sanitaires. Et là, on le voit poindre le scandale sanitaire. Donc, certes, ça coûte de l'argent, mais ça coûte beaucoup plus d'argent de laisser les multinationales faire leurs propres essais avec tout ce qu'il y a derrière et tous les problèmes que ça peut causer. Et alors, le deuxième point que je voulais dire, c'est que il faut bien comprendre qu'il est très facile, ça on ne s'en rend pas bien compte, mais enfin très facile. En tout cas, il est possible de truquer un essai clinique pour aboutir au résultat désiré. Et pour ça, il n'y a même pas besoin de falsifier les données comme ça a pu être rapporté par le lanceur d'alerte du BMJ. Je rappelle quand même que GSK a été condamné pour ça. Pour avoir un peu maquillé son étude sur les antidépresseurs qu'ils ont lancés pour les enfants. Par exemple, ils avaient retiré de l'étude ceux qui avaient des effets secondaires trop importants en disant « Ah ben ils ont arrêté de même leur traitement ». Vous voyez, c'est une manière en fait de changer les résultats pour diminuer les effets indésirables. Vous voulez dire que c'est possible, vous dites carrément de truquer, ce qui est grave. De maquiller. Ça peut se faire aussi statistiquement. Le professeur Raoul avait bien montré comment Gilead avait masqué les insuffisances rénales causées par le remdesivir. Et comment ils avaient fait pour masquer les insuffisances rénales? Ils les avaient mixés avec des effets secondaires très peu graves, comme les constipations et les nausées, en disant, il n'y a pas d'effet significatif sur les effets indésirables. Donc, il faut bien comprendre qu'à tous les stades en fait, de l'essai, on peut manipuler, maquiller les données. Donc, c'est une raison supplémentaire pour ne pas laisser les fabricants faire les choses eux-mêmes. Et en dernière chose, l'essai Pfizer en particulier sur les vaccins, donc c'est ce seul essai, je le rappelle, qui a permis une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et qui a conduit à vacciner des centaines de millions de personnes sur la seule base de cet essai. Vous voulez dire qu'il n'y a eu qu'un seul essai, un unique essai, c'est celui de Ventavia ? Mais bien, non, c'est celui qui a conduit auquel Ventavia a participé. Ah oui, c'est ça, qui a conduit à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle, qui a conduit à vacciner des centaines de millions de personnes. Absolument. Et pourquoi il était plus facile encore que d'autres à truquer, cet essai ? Parce qu'on ne regardait pas si le vaccin sauvait des vies ou pas. C'était pas du tout Or, il est difficile de cacher des morts. Et d'ailleurs, je signale entre parenthèses qu'au bout de 6 mois, il y avait plus de morts dans le groupe vacciné, d'après les données Pfizer, 14 morts dans le groupe vacciné, 13 morts dans le groupe non vacciné. Donc, voilà. Donc, en tout cas, mais l'essai clinique n'était pas dimensionné pour apprécier l'efficacité du vaccin sur la mortalité. Il n'était pas dimensionné pour apprécier l'efficacité du vaccin sur les hospitalisations, donc des critères assez durs. Il était dimensionné uniquement pour savoir si est-ce que le vaccin évitait des symptômes Covid confirmés par un test PCR. Alors ça, c'est très important de comprendre ça, parce que, je répète, des symptômes Covid confirmés par un test PCR. Oui. C'est là que vous allez voir que, moi, j'avais écrit, d'ailleurs, je me doutais qu'il y avait un loup. Parce que qui décide si on vous fait un test PCR ou pas quand vous avez des symptômes? Eh bien, c'est les médecins payés par Pfizer. Et donc, il était tout à fait possible de se dire, chez les vaccinés, on va éviter de faire un test PCR quand il y a des symptômes, comme ça on évite d'avoir des cas positifs. Et chez les non-vaccinés, par contre, dès qu'il y a des symptômes, on fait un test PCR. Mais ça, ce n'est possible que si vous savez qui a été vacciné et qui n'a pas été vacciné. Or, normalement, c'est impossible de le savoir. Mais bien sûr. Justement, le protocole est fait pour qu'on ne sache pas, pour éviter ce genre de à l'aveugle. Or, qu'a révélé justement cette lanceuse d'alerte, c'est que le protocole n'était absolument pas respecté et qu'il y avait possibilité de savoir qui était vacciné et qui n'était pas, ce qui rendait cette fraude possible, en tout cas une fraude possible. Et je signale quand même que Peter Doshi, l'éditeur du British Medical Journal, il avait relevé ce loup déjà il y a 1 an. Il avait dit, attendez, c'est bizarre, si on regarde non pas les tests PCR positifs, mais juste tous ceux qui ont eu des symptômes Covid, il y en a eu 1800 dans le groupe placebo et 1600 dans le groupe vacciné. Donc en fait, un écart, il y avait très peu d'écart. Oui, très peu d'écart. Et par contre, il y avait un énorme écart dans les tests PCR positifs. Donc si vous voulez, pour résumer, mais on peut pas, Xavier Bazin, juste un mot, résumer. On peut pas, mais ça ne permet, il n'y a pas la preuve que ça a été truqué. Enfin, je veux dire, il y a une possibilité, comme vous dites, mais il n'y a pas de preuve.
En tout cas, ce que vient apporter cette lanceuse d'alerte, c'est qu'il y a la preuve sur certains sites d'essais cliniques que les procédures n'avaient pas été respectées, que les effets indésirables n'ont pas été suivis dans les temps, qu'il y a eu même falsification de données, et on peut évidemment imaginer dans quel sens tous ces biais pouvaient conduire. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que non seulement donc on laisse Pfizer organiser les choses, mais quand il y a une lanceuse d'alerte qui interpelle l'autorité américaine, la FDA, en disant « Attendez, j'ai constaté des choses qui n'allaient pas dans cet essai clinique, qui étaient déterminants, encore une fois, pour obtenir l'autorisation qui allait faire vacciner des centaines de millions de personnes. » Bien sûr. Eh bien, la FDA n'a rien fait. La Food and Drug Administration, la haute autorité. L'autorité américaine n'a strictement rien fait. N'a dépêché aucune équipe d'enquêteurs, n'a rien fait. Et donc là, on est dans un problème majeur, parce que pour problème de contrôle, évidemment. Alors si on délègue le pouvoir à Pfizer de faire son essai, encore faudrait-il un contrôle extrêmement strict. Mais ce n'est même pas le cas. Donc comment faire confiance à un essai quand il y a 30 milliards par an, 30 milliards d'euros qui sont en jeu par an? Comment imaginer que Pfizer ne soit pas tenté, en tous les cas, de manipuler les choses. Non mais Xavier Bazin, vous posez la vraie question que vous posez, c'est que ce soit Pfizer ou Moderna ou qui que ce soit, ou Sanofi ou Pasteur, quand il y a quelque chose comme ça, c'est vrai que le fait que ce que vous dites, et ce qui est vrai, c'est qu'il n'y ait pas d'autorité de contrôle indépendante avec un contrôle extrêmement strict pour quelque chose qui engage effectivement des centaines de millions, enfin non, c'est pas seulement là, de dollars, mais de personnes, d'êtres humains. Personnes, bien sûr. C'est un vrai problème. Maintenant, ça ne veut pas dire, effectivement, pour le moment, on ne peut pas dire que tout ça est à rejeter, etc. Mais il y a un problème, en fait, de fonctionnement dans ce qui se passe, quoi. Oui, et puis quand même, je suis désolé, mais les 95% d'efficacité qu'on nous avait annoncées, on les a jamais vus, comme par hasard, on les a jamais vus dans la vie réelle. Dès le mois de juillet, Israël disait « Ah non, Pfizer, en fait, c'est plutôt 39% d'efficacité. » Et puis, l'autre scandale, alors là, on dépasse le cas de cette lanceuse d'alerte, mais comme par hasard aussi, c'est les premiers résultats sur lesquels se sont fondées les autorités pour donner l'autorisation ont été donnés à 3 mois. Or, on sait que l'efficacité maximale du vaccin, elle est à 3 mois et qu'après, les anticorps chutent. Et là, il y a une étude suédoise qui vient de sortir sur plus d'1 million de Suédois qui montre parfaitement qu'au bout de 6 mois, un peu plus de 6 mois, il n'y a plus aucune efficacité du vaccin. Zéro. D'où les troisième, 4e et 5e doses. Oui, alors ça, c'est si on entre dans cette logique-là. Mais il y a peut-être autre chose à faire. Absolument. En tout cas, enfin, il y avait quand même un problème de ce côté-là. Et là encore, hein, c'est pas un hasard si c'est au bout de 3 mois qu'il y a eu ces essais, parce que Pfizer savait que l'efficacité diminuait après 3 mois. En tout cas, beaucoup de questions sont posées. Vous les avez posées, Xavier Bazin. La lanceuse d'alerte l'a posée. Il faut revenir là-dessus. On reviendra là-dessus. Encore une fois, avoir question à tout le temps. Toujours. Et puis de la transparence. Et puis, si je peux me permettre un dernier mot, de la transparence. Absolument. Il faut bien savoir que les chercheurs indépendants n'auront pas accès aux données de l'essai Pfizer avant 2025. Ah oui. Ça aussi, c'est quelque chose. Bonne information. Merci Xavier Bazin. Merci.